Merci pour ce point de vue. Alors, on ne va pas quitter l'Allemagne, on ne va pas quitter plutôt les Allemands, puisque Marie-Madeleine Damien, qui est professeure de géographie émérite à l'Université de Lille, va nous parler des inhumations dans l'Est de la France, du côté bavarois. Les Bavarois sont majoritairement catholiques. Rappelez que Jean-Marie Viscard rappelait que les Allemands étaient pour les 2/3 des protestants, mais il y a aussi des catholiques, et notamment parmi eux les Bavarois. Marie-Madeleine Damien est également la maîtresse d'ouvrage de ce grand projet de classement des sites mémoriels de la Première Guerre mondiale à l'UNESCO. Je vais vous parler donc des inhumations dans l'Est de la France. Je voudrais en introduction souligner qu'on parle souvent d'armée allemande, mais en réalité ce n'est pas une armée allemande. Vous savez que l'unité allemande est récente et l'armée allemande est en 14 très régionalisée. On a donc la Prusse, on a les Saxons, on a les Bavarois, et là on remarque, si on étudie globalement l'ensemble du front, puisque me l'a dit mon collègue M. Boniface, je travaille sur les sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre, sur l'ensemble du front, avec les Belges. Nous notons des différences culturelles, des différences d'approche selon les religions et les cultures de ces différentes armées. Donc les Bavarois étant catholiques ont une appréhension peut-être différente ou plus particulière de la mort du combattant. D'autre part, je voudrais dire que nous sommes dans l'Est de la France. Je vais parler de la bataille des frontières, je ne la raconterai pas, mais je prendrai 2 cas lors de cette bataille de frontières, c'est celui de la Garde et le cas de Morhange. Et nous verrons que nous avons affaire à une armée qui était allemande, bavaroise, sédentaire, puisqu'elle était sur le territoire quand la guerre s'est déclarée. Donc, elle a donc une garnison, elle a donc des infrastructures derrière elle, même une fabrique de cercueils très importante à proximité du terrain de sport de Morhange, et elle a donc des comportements particuliers. Donc, je ne vais pas attendre plus longtemps pour cette introduction. Donc, nous sommes en Moselle, nous sommes dans le Saulnois, et nous allons vivre la moisson rouge, c'est-à-dire cette mort de masse du mois d'août 1914. Donc la bataille, l'une des plus sanglantes de la guerre, puisqu'avec les combats de Sarrebourg, il y aura en à peine 2 jours 20 000 morts. Comment vont réagir les soldats allemands, les Bavarois, face à cette mort de masse? Le premier exemple en est à La Garde. La Garde est une localité qui est située à un point stratégique, juste à la frontière entre la France et la zone allemande depuis 1870. Et c'est un point stratégique. En effet, La Garde est traversée par le canal de l'Est et un grand axe routier nord-sud qui dessert les Salines. Donc, pour l'Allemagne, c'est une position très stratégique. Donc des incidents éclatent dès le début du mois d'août, faisant quelques morts, et la première bataille est livrée à La Garde, donc le 10-11 août 14. 411 Français sont tués, 402 Allemands. Parmi les Allemands, d'ailleurs, il y a des Français de La Garde, puisque vous connaissez le problème du statut de ces soldats qui étaient sous tutelle allemande à l'époque, occupés. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, on va, dès le départ, ce qui est surprenant, puisqu'on trouvera ça systématiquement qu'à partir de 1916, on va on va concevoir, dès le lendemain de la bataille, 2 cimetières. Un cimetière A, que je vous ai mis, vous avez sous les yeux le plan allemand, qui est un cimetière mixte franco-allemand, et un cimetière B allemand, et un petit cimetière qui a disparu depuis au nord de La Garde. Et évidemment, énormément de fosses communes ou de tombes isolées sur ce territoire. Vous pouvez voir ici donc
tombe isolée près du canal, et là, une photo du cimetière franco-allemand qui se trouve situé encore aujourd'hui à l'ouest de la Garde, mais qui n'est plus aujourd'hui qu'un cimetière français, puisque les corps des Allemands ont été exhumés. En effet, donc, les Bavarois vont demander aux prêtres, vont demander aux habitants de procéder à l'inhumation des corps et après leur identification. Le curé de la paroisse va collaborer à ce travail, bien que plus tard il sera assez mal remercié puisqu'il sera inquiété et arrêté. Ici, vous avez une autre photo de ce cimetière allemand et français. Donc, on voit là un Allemand qui surveille plus ou moins, qui inspecte le site. Donc, chaque soldat a une sépulture individuelle. Ce sont essentiellement, pour les Français, des polytechniciens qui ont été touchés dans cette bataille. Pratiquement 25% des soldats français qui sont tués. Donc, reposent donc, à l'ouest côté français, pour les Français, à l'est pour les Allemands sur cette photo. Là, nous assistons à l'inhumation d'un soldat allemand. J'ai oublié de préciser que toutes ces images que je vais vous montrer appartiennent des collections privées, collection Jacques Didier, collection Lapara, Jean-Claude Lapara, avec qui je travaille beaucoup, et également quelques images. Le plan que j'ai montré tout à l'heure provient des archives de l'ex-DPMA. Excusez-moi, j'ai oublié le nouveau sigle. DMCA. Ici, je voulais vous montrer que ces Allemands, donc on va dire en 14, on les enterre, comme vous le voyez, en créant des cimetières immédiatement, après la bataille. Mais après, quand il y a des accalmies, eh bien, on va sculpter pour les Français des pierres tombales. Ici, il n'y en a qu'un seul morceau, car quand la France a repris en main les nécropoles françaises, on a procédé aux exhumations, on a cassé les stèles que les Allemands avaient sculptées pour les Français, et on les a retrouvées, on les retrouve aujourd'hui dans les chemins, parce qu'ils ont servi à empirer les chemins de la Garde. Et là, le maire a donc trouvé cette stèle, c'est la stèle d'un polytechnicien qui a été tué lors de la bataille, et les Allemands avaient donc, après, dans les années 1916, gravé son nom quand les Allemands vont instituer un corps un corps spécial, dédié, fait de réservistes, qui étaient des sculpteurs, des architectes, enfin bon, des personnels qualifiés, pour justement entretenir et développer ces cimetières. Ici, vous avez dans la même ville, donc dans le cimetière allemand B, je vous ai montré sur la carte, une stèle qui reste encore aujourd'hui. Les autres ont disparu, sans doute sont dans les chemins du village. Et à côté, vous avez, donc celle-ci existe encore, la même stèle, photo donc, de Jean-Claude Lapara, carte postale de Jean-Claude Lapara, en l'époque, en 1900, j'arrive plus à lire, 15 ou 18, je ne suis pas sûre du chiffre. Ce fait-là, à la Garde, nous allons le retrouver à Morhange, mais de façon beaucoup plus spectaculaire. Donc la bataille de Morhange a lieu quelques jours plus tard, 19-20 août 14, dans le cadre de la bataille des frontières, et cette bataille va faire énormément de pertes, 8000 soldats localement, 20 000 avec toute la zone de Sarrebourg. Pourquoi est-elle aussi meurtrière ? Nous sommes l'été 14, vous connaissez le costume des soldats français, le site s'y prête, nous avons un amphithéâtre, comme vous voyez sur la photo, qui est constitué donc l'armée française avance vers Morhange, qui est une place forte allemande, sur le plateau, encadré de collines, en particulier le signal de Martille, où sont postés les observatoires allemands, et qui se trouvent là, et les observatoires allemands et l'artillerie allemande. L'empereur Guillaume II était même venu un an plus tôt pour répéter la bataille si un scénario comme ceci se produisait. Les soldats français arrivent, ils les laissent entrer
progressé sur le plateau, approché de Morhange le 19 août. Mais le 20 août, les Allemands déclenchent la contre-offensive. Donc c'est une véritable boucherie. Vous avez 11 nécropoles dans le secteur, 6 mémoriaux. Et bien sûr, la ville de Morhange, où nous trouvons aujourd'hui d'importants vestiges. Très intéressant. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, tout de suite, les Allemands, par souci sanitaire, mais aussi pour calmer la population, il ne faut pas non plus trop se leurrer, eh bien, vont tout de suite décider, donner l'ordre, de ramasser, sans distinction de nationalité ni de religion, tous les corps qui sont sur le champ de bataille, les blessés, de les identifier et bien sûr de procéder à une inhumation provisoire. Vu le nombre de cadavres, une seule solution n'est possible, les fosses communes sont donc à envisager dans un premier temps. Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils auraient souhaité, mais vu la masse, il est impossible de faire la même chose. Donc on réquisitionne toute la population, les instituteurs, les prêtres, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, toute la population et va donc devoir aider à ceci. Une petite parenthèse, il ne se passe pas du tout la même chose de l'autre côté de la frontière en Belgique, pour avoir une vue globale du dossier, où on interdit aux populations de ramasser les blessés et les corps des Français. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'aurais pu vous montrer des photos, mais je suis limitée par le temps et je me limite aux Bavarois, ici côté français. Et alors, que va-t-on faire? Eh bien, on veut rendre hommage à tous, c'est-à-dire soldats allemands, mais aussi ennemis. Donc, on décide d'une cérémonie écuménique pour le 25 août 1914. Donc, vous avez ici une photo d'époque qui montre les fosses creusées et la bénédiction de cette fosse par les pasteurs, parce qu'il y a une grande synagogue à Morhange, et également par l'Église catholique. Il y a même la présence du Souvenir français, qui à l'époque était déjà présent dans l'est de la France et bien ancré depuis la guerre de 70. Et donc cette cérémonie vise à rendre les honneurs aussi bien aux ennemis qu'aux soldats allemands. On va également aménager le cimetière. On va le paysager. On va élever une croix. Et dès le mois d'août 14, puis on va décider d'une grande cérémonie pour le mois de novembre 14 et y planter une croix blanche, une grande croix blanche, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, et on va ensuite organiser également des cérémonies régulières, en particulier pour la Toussaint. Et peu à peu, le cimetière va être paysagé et on va planter différentes essences et aménager de mieux en mieux. Et on va même aller jusqu'à instituer une journée de commémoration régulière qui va être instituée pour 1915, le 20 août 1915, cérémonie anniversaire. Et là, on voit sur cette photo cette cérémonie qui n'est pas de la collection des collections citées, mais une collection privée de Madame May. Et cette cérémonie est très importante. Toute la population est mobilisée puisque une procession extrêmement longue de 3-4 km quitte Morhange pour se rendre jusqu'au cimetière comme nous venons de le voir. Donc ici, bien sûr, il y a là une volonté un peu apaiser la population vis-à-vis de tous ces événements violents. Et on va ériger dans le cimetière cette croix de fer que vous voyez là, et ces croix de fer qui aujourd'hui se retrouvent dans le cimetière allemand de Morhange, ça c'est riche. On va après la guerre avec l'exhumation des corps, les Allemands emporteront cette croix dans leur cimetière à Morhange, donc les deux sites sont très très liés. Et là, le cimetière est à la fois français, allemand, italien, il y avait différentes nationalités.
ils pratiquent exactement la même chose dans la commune voisine de Contil. Vous voyez là également des couronnes pour la Toussaint. Et ces cérémonies vont se dérouler régulièrement et se perpétuent dans le temps, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y aura, si vous voulez, un arrêt de célébration. Ceci pour vous dire que les Bavarois ont voulu leur donner clairement un message d'amitié aux ennemis. On le voit sur ce cimetière allemand de Viviers, dans le cimetière allemand de Viviers, sur ce calvaire que vous voyez là. À la base du calvaire, nous trouvons ces mots « ennemis dans la vie, unis dans la mort ». Donc, voici le piédestal où ces termes sont gravés. Donc, il s'agit là d'une volonté qui est vraiment affirmée de rendre hommage à l'ennemi. Dans ce cimetière qui aujourd'hui a disparu, il ne reste plus que le banc de repos, une borne et ce calvaire, puisqu'il y a eu regroupement, eh bien, étaient enterrés des soldats français et allemands. Dans les Vosges, nous avons également vu le même phénomène, sauf aussi bien au linge, aussi bien qu'à la tête des faux. Et nous avons quelque chose qui est très intéressant à souligner, je vais abréger, parce qu'il ne faut pas que je prenne peut-être trop de temps, eh bien, c'est qu'au linge, les Bavarois vont réaliser des autels, vont faire créer leur cimetière, vont y établir une croix de bois, si bien que les Français, qui sont donc là les chasseurs alpins, ils vont vouloir eux aussi avoir leur croix. Et ils vont faire une croix en bois. Si bien que quand la France va vouloir regrouper les nécropoles, remanier ces nécropoles après la guerre, elle va être contrainte, en quelque sorte, la République, de garder ce calvaire de bois. Comme le bois, eh bien sûr, n'est pas quelque chose de perpétuel, il sera remplacé par cette croix que vous voyez ici, ce crucifix, et également ce gisant. D'autre part, les soldats français vont faire également, comme les soldats allemands, un oratoire. Les soldats allemands l'ont fait en bois, les soldats français aussi, et aujourd'hui, donc, on a fait aussi une petite chapelle dans ce cimetière pour maintenir cette tradition. À la tête des faux, où les combats font rage en 1915, on n'a pas le temps, regardez ces lignes sur la diapo, on ne peut pas enterrer les morts. Mais, donc vous voyez, tout le réseau de tranchées, etc. Donc c'est impossible de prendre le temps. Mais en 1916, on va également les Bavarois vont créer des cimetières pour les Allemands, bien entendu, les Français vont le leur, et dans ces cimetières, on va élever des chapelles en pierre, comme à Ravensbrück, ou encore à Cannes, mais elle était détruite. Et donc, par contre, je vais vous montrer la chapelle provisoire en bois et la célébration d'une messe. Tandis que les Français, au Père Duchesne, dans le cimetière du Chêne, vont faire la même chose. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de chapelle au Père Duchesne, il y a simplement une croix. Donc, nous voyons cette volonté de lier le religieux à la guerre. Plus les combats font rage, plus je crois qu'ils s'attachent à la religion, à tel point que l'armée allemande va, en particulier chez les Bavarois, on va créer un corps spécial pour s'occuper des cimetières, pour faire des sculptures, pour même distinguer les protestants des catholiques. C'est une question que je me pose, d'ailleurs peut-être que vous, les historiens spécialistes des cimetières, vous pourrez me répondre. Il y a au cimetière Cam des stèles triangulaires. Est-ce que c'est un signe de croyance protestante ? C'est une question que je me suis posée. Je ne sais pas. Donc, le traitement des ennemis, on l'applique également aux prisonniers. Nous voyons donc des tombes isolées ou pour des prisonniers russes ici, en Moselle. Et également, alors c'était juste un regard, les Wurtembergeois, qui sont encore une autre
partie de l'armée allemande, eh bien, eux s'adaptent, comme les Bavarois, juste un petit coup d'œil, un petit clin d'œil là-dessus, au relief et aux circonstances. On voit un petit Donon, là où vous avez un monument sommital avec une croix et également une tombe où on honore à la fois allemands et français, puisqu'il s'agit là de la tombe de 2 Français, que vous voyez là, sculptés dans le rocher, 2 Français dont on retrouve la stèle dans le cimetière du Donon. Maintenant, cimetière français du Donon. Je ne suis pas sûre que les corps soient bien dans le cimetière français du Donon, parce que déjà la dalle ici, sur laquelle se trouvait, je ne sais pas si elle a été remaniée, mais elle pèse un certain poids. Donc, vous voyez, je voulais vous montrer, surtout, vous communiquer sur ces images, non pas vous faire un cours d'histoire, mais vous montrer par quelques photos comment a été pris en compte le traitement de l'ennemi. Je sais que les Bavarois n'ont pas toujours été très tendres quand ils ont été en particulier en mission commandée, puisqu'ils ont exterminé une partie de la population de Nomny, par exemple, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que c'est un exemple parmi d'autres. Mais également que ça n'a pas toujours été le traitement, parce que parfois en Belgique ou dans le nord de la France, on a vu, avant d'enterrer les soldats français, d'autres Allemands couper les têtes, paraît-il, d'après les écrits qu'on a pu trouver dans les archives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette communication richement illustrée que vous avez commentée avec beaucoup de précision. Moi, je me posais la question en vous écoutant. Cette attitude des Bavarois à l'été 1914 d'honorer aussi bien les morts français que les morts allemands, et qui le cimetière va perdurer pendant toute la guerre. Est-ce qu'on n'est pas là dans une attitude du début de la guerre? J'ai l'impression que plus la guerre avance, plus on radicalise les positions et moins on trouvera ce type d'attitude. Vous évoquiez d'ailleurs, à partir de 1915 ou 1916, des cimetières séparés, français et allemands. Je pense qu'il y a une telle haine, une telle rage de combattre, une telle radicalisation, une telle totalisation de la guerre, qu'à partir de 1915, on est beaucoup moins prêt au compromis. Si, enfin, je ne vais pas il y a peut-être des détails, il y a peut-être des exceptions, mais je pense que les gens qui travaillent sur le chemin des dames peuvent très bien répondre là-dessus. On a remarqué qu'au début de la guerre, on mettait le corps des officiers français à côté des officiers allemands, et après, il y a eu tendance à mettre les études qui ont été faites sur les cimetières un peu à part. C'est-à-dire... on ne mélange plus. On mélange moins. Oui, voilà, ou moins. Oui. Donc, voilà, c'est tout ce et puis la deuxième réflexion, c'est sur la croix et justement sur ce calvaire en fer forgé que vous évoquiez après la bataille pour Rich, et qui est récupéré dans le cimetière allemand. En même temps, c'est vrai qu'on est... pour la France, la Moselle, une situation un peu particulière parce qu'elle est restée concordataire, mais pour le reste de la France, la loi sur la laïcisation des cimetières, qui doit dater, si j'ai bonne mémoire, de 1886 ou 87, prévoit qu'il n'y ait plus aucun emblème religieux collectif. Il peut y avoir des emblèmes religieux individuels, mais pas collectifs, et du coup, je vais vous répondre là-dessus, parce que j'ai étudié l'ensemble des cimetières. Alors, il faut savoir, vous prenez le cimetière de Vauquois, il y a un calvaire. Oui. Vous allez à l'Hartmann-Villers-Koff, il y a un calvaire au fond. Oui. Eh bien, ces calvaires-là ont été construits malgré la République, sur des parcelles privées. La parcelle du cimetière de Vauquois a été réintégrée dans le cimetière en 1900, je me trompais, 67. Celle de l'Hartmann-Villers-Koff ne l'est pas encore, mais c'est une demande de l'UNESCO. Tout à fait. Donc le calvaire est très rare dans le cimetière, où le monument religieux est très rare. Il n'existe que si c'est la volonté d'un régiment. Oui, tout à fait. Il y a le calvaire de la ferme des Ouacs, près de Suippes, Pirancourt, d'une certaine manière, c'est aussi une particularité. Oui, mais même la chapelle de Riche, elle vient, mais c'est pas. Elle est dans un parcellaire à part. Elle est intégrée récemment dans le parcellaire du cimetière. Voilà. C'est pas l'État ne voulait pas de signes religieux. L'histoire religieuse, l'histoire politique, l'histoire militaire, l'histoire de la mort, tout ça, ça c'est complexe.